Bonjour, merci pour cette invitation. Je n'ai moi-même pas été touchée par des problèmes cardiovasculaires, mais je suis néophyte et j'ai toujours pensé en fait que les hommes étaient plus enclins à avoir des problèmes de cardiologiques que les femmes. Donc déjà, je me rends compte que ça, c'est une erreur. Et je voulais commencer par vous, Stéphane. Et je me demandais s'il y avait un problème spécifique de santé cardiovasculaire chez la femme. Voilà, c'est peut-être une question. Enfin voilà, après je vous laisserai. C'est une question en effet d'actualité, puisque on observe de plus en plus de femmes qui sont touchées par un infarctus. Alors certes, en nombre absolu, il y a plus d'hommes encore, mais la progression est la plus importante se trouve chez les femmes, et chez les femmes les plus jeunes, de moins de 60 ans. Ce qui était avant un apanage de maladies d'hommes de plus de 50 ans, on le retrouve maintenant chez des femmes même plus jeunes. Donc il y a un phénomène, une évolutivité, certes, et puis il y a des particularités, en effet. Il y a des formes d'infarctus que l'on retrouve plus fréquemment chez les femmes que chez les hommes, notamment sans obstruction complète des artères, et puis aussi un impact ce qu'on appelle les facteurs de risque différents chez les femmes. Par exemple, le tabac ne va pas toucher de la même façon les femmes que les hommes. Les femmes vont être beaucoup plus sensibles et le tabagisme va augmenter le risque de développer un infarctus ou d'en décéder. Pareil pour le diabète, l'hypertension, etc. En tant que cardiologue, vous avez une approche différente quand c'est une femme qui rentre dans votre cabinet ? Non, il ne faut pas, puisqu'on a des recommandations qui nous disent clairement qu'il faut soigner les hommes comme les femmes. Et peut-être ce qu'il faudrait, pour répondre à cette question, il faudrait avoir un seuil de détection encore plus bas, c'est-à-dire aller rechercher encore plus. On parle souvent que l'infarctus chez la femme, c'est différent. Alors, quand même, dans 2 tiers des cas, il y a une douleur qui va serrer dans la poitrine. 2 tiers des cas. Ça veut dire que dans 1 tiers, ça sera des formes un petit peu moins évidentes. Ou peut-être que la douleur ne sera pas au premier plan des symptômes qui vont être rapportés. Mais sinon, de la même façon, pareil, mais peut-être en un petit peu mieux, aller chercher un petit peu plus loin, aller chercher aussi des facteurs de risque plus spécifiques aux femmes aussi. Toutes les complications de grossesse peuvent venir augmenter le risque de développer un accident cardiovasculaire. Donc merci pour cette journée, c'est particulière. Je viens pour la première fois, j'ai 71 ans. Mon arrière-grand-mère est décédée à 50 ans d'une crise cardiaque en trayant ses vaches. Ma grand-mère est décédée d'une crise cardiaque à 72 ans. Ma mère a réussi, grâce aux médicaments hypotenseurs, puisqu'elle avait de l'hypertension, à vivre jusqu'à 92 ans. Et moi, je viens parce que je vais peut-être avoir besoin d'une opération TAVI. Et je voudrais vous remercier pour tout ce que l'hôpital fait. Excusez-moi, je suis un peu émue. Mais j'ai trouvé effectivement que l'humanité était formidable et que les soins étaient très réconfortants. L'attention des médecins, du corps médical, des infirmières, etc. Tout était formidable. Et ma question, j'ai beaucoup d'amis qui sont décédés à 60 ans d'une crise cardiaque en dormant. Donc, comment peut-on savoir quels sont les symptômes précurseurs de problèmes cardiovasculaires ? Excusez-moi. Il ne faut pas vous excuser, madame. L'émotion fait partie de la vie. C'est une belle qualité. Stéphane, dis-nous un peu, parce qu'on a quand même l'impression que les femmes sont moins bien diagnostiquées que les hommes, souvent avec retard, et peut-être même moins bien traitées. Et là, cette dame se demande même comment faire pour mieux le savoir avant, mais commençons par le début. Pourquoi il y a un tel retard au diagnostic et au traitement chez la femme par rapport à l'homme ? Alors, il y a plusieurs éléments qui vont venir contribuer à cette perte de chance. Déjà, dans la prévention, les messages de prévention, de dépistage des facteurs de risque, on en parlait tout à l'heure, les femmes ont depuis longtemps été moins fréquemment la cible de ces messages. L'hypertension artérielle, le contrôle du cholestérol, le contrôle de la tension artérielle, la prévention du tabagisme, l'activité physique, où là, on voit que ces facteurs impactent de manière différentielle les femmes et en plus, on est moins
exigeant en termes de cible de tension, de cible de cholestérol. Pendant longtemps, on va être beaucoup plus tolérant. Donc déjà un premier niveau sur la prévention primaire. Après, sur les signaux d'alerte, on l'a dit, 2/3 des cas, la douleur dans la poitrine, mais ça c'est au moment de l'accident. Dans les symptômes qui peuvent précéder, eh bien, il y a déjà les fatigues inhabituelles, les gênes à l'effort. Une diminution des capacités à l'effort peuvent être des signaux d'alerte qu'il ne faut pas négliger et qui ne doivent pas faire retarder une consultation. Déjà, ne pas négliger ce savoir concerné, c'est déjà commencer à entrer dans un processus de soins et donc potentiellement de traitement. Mais ça veut quand même dire que les femmes consultent moins que les hommes. Alors, elles consultent. Donc là, on a des données, les femmes vont consulter, mais on va avoir comme je disais, des seuils d'intervention retardés et on va moins être insistant, exigeant dans les objectifs à tenir et évoquer une atteinte cardiaque. En premier lieu, une femme qui va se présenter pour un essoufflement ou une gêne. On va penser fatigue, anxiété, stress, charge mentale, etc. Or, on doit éliminer ce que l'on peut traiter en premier lieu, dont les pathologies cardiovasculaires. Et peut-être pour compléter, les femmes aussi ont moins accès aux soins parce qu'il y a une vraie logique de précarité et d'inégalité sociale qui a été mise en exergue avec le Covid. Mais les femmes, en fait, ont aussi ce sujet de ne pas forcément partout, et c'est criant à certains endroits du monde, de ne pas avoir la capacité finalement et le réflexe d'aller consulter. Elles n'ont pas toujours accès à la bonne nourriture, à l'eau à certains endroits, et donc elles ne vont pas aller spontanément rentrer dans cette logique de prévention qui, elle, a progressé et est en capacité aujourd'hui de voir justement ces nuances. Merci. Ces signaux faibles spécifiques aux femmes, mais aussi faut-il qu'elles franchissent la porte et puis qu'elles viennent en fait se faire soigner et qu'elles en aient les moyens d'y accéder. Je voulais savoir si le climat était un facteur aggravant. Alors moi, ça fait plusieurs années que je travaille avec mon association Femmes Santé Climat au niveau national et international pour essayer d'interpeller les décideurs et démontrer qu'en fait, il y a bien un lien entre le changement climatique, les femmes et plus largement les enfants. C'est-à-dire que les femmes et les enfants sont en première ligne. On a des statistiques internationales, les femmes meurent beaucoup plus. Et sur la question de la santé, j'ai eu toute cette difficulté, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu la chance de rencontrer le professeur Montalesco et donc de pouvoir aussi participer à toutes ces belles initiatives qu'il organise. Mais il y a ce sujet de démontrer scientifiquement qu'il y a un lien. Alors ce qu'on arrive à voir de manière évidente et non contestée, c'est qu'il y a bien un sujet de pollution et que donc là, il y a un rapport direct entre la pollution, et là, je vous laisserai compléter parce que ce n'est pas moi la pure scientifique, mais il y a bien un lien entre la pollution et les problèmes cardiaques. Après, comment on fait pour aller voir et vérifier qu'a posteriori, eh bien, dans les études qu'on mène, il y a quelque chose de supérieur a posteriori chez les femmes plutôt que chez les hommes. Sachant que sociologiquement, ce qu'on voit, c'est que parce qu'il y a ces inégalités sociales, on sait que mécaniquement, il y a bien un problème aigu, plus important chez les femmes, mais qu'on ne sait pas encore mesurer. On commence à mesurer notamment, on en a discuté dans un avis donné à la politique de santé environnementale au CESE cette année. Il y a un sujet très fort au niveau des dom-toms. C'est-à-dire que là, on mesure vraiment qu'il y a un écart d'accès aux soins des femmes. Et donc, la santé des femmes est moins bonne. Donc ça, c'est très mécanique. Mais la question, c'est effectivement comment on arrive à trouver des mesures, des démonstrations strictement scientifiques pour faire ce lien et pour ne plus avoir à en discuter comme on le fait, nous, depuis 5 ans, puisqu'on n'a pas encore réussi à convaincre tout le monde aujourd'hui sur ce sujet. Alors, je voulais donner la parole à Clélia aussi, qui était en soins intensifs pendant le Covid, cette période que nous avons tous traversée. Et je voulais savoir comment vous aviez vécu ça, ce qui vous avait manqué aussi. Je pense que moi, le Covid, le professeur Montalesco a fait un entretien avec tous les infirmiers et personnels
du département. Et en fait, ils nous avaient demandé ce que c'était pour nous le Covid. Et en fait, pour moi, le Covid, c'était vraiment un travail d'équipe. Je pense que ça a vraiment soudé les équipes et on était face à quelque chose qu'on n'avait jamais vécu. Donc, ça a fait une unité. Et d'un autre côté, il y a certaines choses du Covid auxquelles moi je pense plus ou j'en parle plus. C'était de la peur aussi. Je sais que moi j'avais peur pour mes parents. Enfin, c'était un stress et en même temps, je sais qu'aujourd'hui il y a la première personne qui était en unité de soins intensifs Covid qui va parler. Et je sais que j'étais là lors de l'ouverture et je me souviens que je pense que je vais lui demander au moins 15 fois ça va, comment vous allez, parce qu'en fait je pense que moi-même j'étais tellement anxieuse que j'avais besoin de savoir comment est-ce qu'il allait, quels étaient ses symptômes. Donc en fait je pense que le Covid c'était difficile. Et en même temps, c'était, je ne vais pas dire incroyable, mais c'était fort. C'était fort. Personne n'a des questions? Voilà. Alors, moi, j'ai une question. Donc, nous, à la Pitié-Salpêtrière, avec Gilles et Montalesco et maintenant Michel Zetouni, on a fait un registre de la maladie précoce coronaire. Depuis 20 ans, ça fait presque 25 ans qu'on le tient. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu qu'il y a très peu de femmes. Il y a en moyenne une femme pour 10 hommes. Mais les facteurs de risque sont quand même pas les mêmes. Et puis on s'est aperçu au fil du temps que même la maladie coronaire n'est pas la même. Et on s'est aperçu aussi que il y avait quand même des femmes tabagiques. Et on voit que c'est de plus en plus fréquent. Et on a toujours nous frappé dans nos équipes de voir qu'il y a beaucoup d'infirmières qui fument. Et moi, j'ai remarqué quelque chose. On pourrait faire une enquête, mais c'est impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai remarqué quand même, il y a une espèce d'hyperdépendance au tabac, alors qui s'explique probablement par le fait qu'elles ont peur de grossir après l'arrêt du tabac, mais même ça va au-delà de ça, je crois. Et j'ai l'impression que le cerveau n'est pas fait de la même façon par rapport à la dépendance à la nicotine. Donc, je voulais moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et en général, c'est des très grosses fumeuses. Et c'est très difficile de les faire arrêter. Donc je voulais avoir un peu votre expérience et peut-être celle de Daniel Thomas, qui est un spécialiste du tabac. Mais c'est un sujet majeur, je pense. Non, c'est sûr que les femmes semblent effectivement plus sensibles au tabac et ça a été étudié au niveau cérébral, des circuits qui fonctionnent de façon un petit peu différente, probablement pour des raisons hormonales. Et qui fait que les circuits de récompense, et donc ce circuit qui fait que l'on est accro au tabac, va être plus activé et plus fort chez elle, plus difficile à gérer dans le terme du sevrage. Alors il y a le problème du poids que tu as souligné, ils sont beaucoup plus sensibles effectivement à cette prise de poids qui existe réellement effectivement à l'arrêt du tabac en général de quelques kilos et qu'elles ne supportent pas et qui font que beaucoup de rechutes sont liées à ça. Et puis, il y a des phénomènes effectivement de stress qui sont peut-être un petit peu plus importantes, liées aux doubles tâches, aux tâches à la fois professionnelles, familiales, etc., qui font que... et c'est pas pour rien que les infirmières qui fument le plus sont celles qui sont généralement dans les systèmes d'urgence, dans les réa, plus que dans les secteurs autres de soins. C'est parce qu'il y a plus de stress et qu'elle essaye de compenser de façon artificielle, parce qu'en fait, ça ne règle pas le problème, ça ne fait qu'entretenir le stress. Et il faut savoir également que quand on arrête de fumer, ça corrige ces histoires de stress. Et ça, c'est une question qui n'est absolument pas connue des fumeurs, qui n'est pas connue même, qui n'était pas connue des psychiatres, et qui ont fini par le reconnaître. Il y a des études qui montrent que quand on arrête de fumer, et qu'on est anxio-dépressif, on s'améliore au bout de quelques mois. Alors il y a une phase transitoire un petit peu difficile, qui est celle justement de la reprise de la cigarette parce qu'on est stressé ou parce qu'on est anxieux, mais quand on tient le coup, eh bien on est amélioré. D'accord. On va présenter Bintou aussi. Je voulais poser une question. Ah, allez-y, c'est bien, tant mieux. Oui, au fait, moi, je voulais revenir un petit peu dessus concernant toutes ces questions, concernant la maladie cardiovasculaire chez la femme. Donc, je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas dû aussi aux hormones de la femme? Parce que je sais que la majorité des femmes qui ont ces problèmes, c'est à partir de 45 ans. Et 45 ans, c'est l'âge à laquelle où la femme n'enfante plus ou moins plus. Donc, l'âge à laquelle on tend vers la ménopause. Donc, je voulais bien savoir si c'est pas nos hormones ne jouent pas. Oui, en effet, il y a une part hormonale qui intervient pendant longtemps. On pensait les femmes protégées, donc ce n'était pas un sujet, les maladies cardiovasculaires et femmes, puisqu'on disait que l'imprégnation des hormones, notamment des œstrogènes, les protégeait. Or, il y a une partie qui est vraie. Mais cette protection face aux autres facteurs de risque associés, notamment le tabac, et j'insiste, l'hypertension, cette protection va
être moins efficace. Et puis, c'est pour ça que dans nos registres d'infarctus, eh bien, on voit apparaître l'infarctus du myocarde. Les femmes ont en moyenne 10 ans de plus par rapport aux hommes. Donc, il y a un effet hormonal. Il y a l'effet hormonal aussi de toute la vie obstétricale. On parlait des complications de grossesse, les traitements, les désordres, on va dire, métaboliques, notamment le syndrome des ovaires polykystiques. On se pose même l'endométriose, qui est un grand sujet actuel, interviendrait également sur la paroi des artères et ferait un accélérateur, soit de la pathologie artérielle que l'on connaît, les artères qui se rétrécissent, les plaques d'athérome, ou des formes, comme le professeur Collet l'a dit tout à l'heure, des formes un petit peu différentes des artères, les dissections spontanées, les infarctus sans qu'il y ait d'obstruction véritable. Et puis, là encore, pour simplement donner un chiffre par rapport au tabac, dans notre étude WAMIF, que nous avons réalisé, infarctus chez la femme de moins de 50 ans, eh bien, 76% des femmes de moins de 50 ans avec un infarctus étaient tabagiques. Donc, voilà l'impact du tabac. Pardon, le chiffre, vous avez dit 76%. 76% étaient tabagiques. Donc il y a un impact très très important. Et il y a un autre impact aussi sans doute qui est peut-être la malbouffe, non, le problème de nutrition, le fait aussi que vous parliez d'inégalité, les gens ne peuvent pas se nourrir de la même façon. Donc vous pouvez nous en parler ? Alors oui, effectivement, l'alimentation saine est vraiment très très importante. Une alimentation, on va dire, faible en fruits et légumes et en fibres va conduire à beaucoup plus de risques d'avoir une maladie coronarienne ensuite. Et donc vous intervenez de quelle façon ? Alors moi, je fais de la prévention, notamment dans les écoles, auprès d'associations, etc. Je suis diététicienne et je fais des ateliers cuisine, j'ai des ateliers nutrition, notamment avec le groupe Parole et Réaction, pour essayer de prévenir et de faire consommer des fruits et légumes en grande quantité aux gens. Le problème restant que le prix ne permet pas aux gens à toutes les personnes de manger des fruits et des légumes. Effectivement, on a des inégalités en fonction des populations, je ne vais pas vous l'apprendre. Toutefois, il y a quand même certaines astuces et justement, j'interviens aussi pour ça, notamment auprès des populations précaires, pour avoir des petites astuces pour mettre quelques fruits et légumes au sein du repas, même si ce n'est pas tous les repas. Toutes les portions de fruits et légumes consommées augmentent le bénéfice et la protection, la protection contre les maladies cardiovasculaires. D'accord. Moi, je suis la seule patiente de cette table ronde. Si, Si, ça marche. Très près. Et donc, en fait, je vais vous parler de mon expérience de patiente. Donc, moi, j'ai fait un accident cardiaque jeune, à 52 ans. J'étais en parfaite santé, j'étais plutôt sportive, pas d'hypertension, pas de diabète, enfin tout allait bien. J'avais néanmoins 2 facteurs de risque. J'avais d'abord mon père qui avait fait un infarctus à 55 ans et je fumais. Mais je fumais à l'époque ce que je considérais être une consommation minime, c'est-à-dire, enfin les médecins vont trouver que c'est beaucoup, mais c'était à peu près 4 ou 5 cigarettes par jour. Et j'étais loin de me douter en fait que cette consommation, bien que faible, avait pour effet un effet dévastateur en fait sur l'état de mes artères coronaires. Et ceci m'amène en fait à me dire que pour améliorer la santé cardiovasculaire des femmes, il me semble qu'il faut faire beaucoup plus de prévention. Je pense qu'il y a un vrai problème de prévention en France. Alors, il y a des luttes régulières contre le tabagisme, mais on ne dit pas assez, on ne parle pas assez de l'effet néfaste du tabac sur la santé cardiaque, et en particulier quand on fume peu, comme c'était mon cas, et en particulier aussi quand on a des antécédents familiaux, comme c'était aussi mon cas. Donc ça, je pense qu'il faut faire davantage de prévention, sous forme peut-être de campagnes à la télévision ou sur les réseaux sociaux, peut-être des témoignages de patientes. Mais je pense que les femmes qui ont à peu près 50 ans et qui fument, même si elles fument peu, mais si elles fument depuis longtemps et qu'elles ont des antécédents, elles sont vraiment à risque de faire un problème cardiaque. Et je pense que
Voilà, moi c'est ça le message que je voudrais délivrer, c'est que je pense qu'il y a un problème de prévention de l'effet néfaste du tabac. On peut se poser la question du lien entre les problèmes pulmonaires et les problèmes cardiaques, parce qu'on nous dit beaucoup que moi je n'ai jamais fumé, hein, Oui. mais on nous dit beaucoup que le tabac a une influence sur les poumons. Oui. Et en fait, on a l'impression que on est découpé en organes, que le pneumologue va s'occuper des poumons, le cardiologue du cœur, mais est-ce qu'il n'y a pas des liens qui seraient à faire entre les deux choses? Et puis j'avais une autre question pour la nutritionniste. Quel est l'impact justement des produits laitiers sur les problèmes cardiaques, puisque vous dites qu'il faut manger des fibres, etc. Mais le lobby du lait nous dit qu'il faut boire beaucoup de lait, alors qu'en fait, peut-être que pour le cœur, c'est pas très très bon. Moi, je n'ai pas de cholestérol, mais on sait que les produits laitiers peuvent en provoquer du cholestérol. Pour la partie sur les produits laitiers, effectivement, il faut en manger un petit peu. Et effectivement, il faut bien les choisir aussi. Donc, on recommande pour une population adulte 2 produits laitiers par jour, dont une fois du fromage. Une portion de 30 grammes, c'est-à-dire les petits sachets que vous trouvez par exemple à l'hôpital. Voilà une portion de 30 grammes. Voilà. Et à côté de ça, soit un yaourt nature, un fromage blanc, un verre de lait. Là, c'est vous qui choisissez. Donc, ils ne sont pas forcément plus riches en cholestérol que certains autres aliments. Donc évidemment, on ne peut pas interdire des aliments et en mettre d'autres sur des piédestals. Il faut manger un petit peu de tout, varier en bonne quantité pour avoir tous les bénéfices, justement. Et donc, si vous couplez, vous mangez bien vos 2 portions de produits laitiers et en plus des fruits et des légumes, des aliments complets, etc., toutes ces fibres vont venir capter et empêcher un petit peu, limiter en tout cas l'absorption du cholestérol, et donc on n'aura pas forcément un impact sur le corps. Comment faire, Mallory, pour que les classes sociales les plus démunies aient accès aux fruits et légumes? Qu'est-ce que vous faites chez Aprifel? Je sais que vous travaillez chez Aprifel. Oui, alors Aprifel, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes. Et donc il y a de nombreuses recherches scientifiques pour accéder aux fruits et légumes pour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment mettre en place de nombreuses politiques sociales. Par exemple, nous, on a demandé au gouvernement de mettre en place des chèques alimentation, des chèques fruits et légumes, comme les tickets restaurants, par exemple, mais juste pour les fruits et légumes, pour que les populations plus précaires puissent accéder à ce genre de produits, par exemple. Bon, bienvenue. Moi, je voulais savoir, ça m'intéresse, l'art-thérapie. Je voulais savoir en quoi ça consistait et que pouvait provoquer cette rencontre avec ces couleurs, avec ces formes, avec cette possibilité d'accéder à des musées, parce que ça fait toujours partie des inégalités. Moi, j'ai beaucoup travaillé au théâtre et il y a beaucoup de gens qui n'osent pas franchir la porte des théâtres parce qu'ils n'ont pas cette culture-là, parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Donc c'est toujours dans le même sens des inégalités aussi. Donc ça permet sans doute à des gens qui n'ont jamais été au musée de pouvoir franchir la porte des musées, et en quoi ça fait du bien. Alors, je pense qu'il s'agit d'un territoire encore à conquérir. J'espère que c'est en bonne voie, et effectivement, il y a une politique dans beaucoup de musées d'ouvrir plus largement les portes et de permettre une entrée gratuite. Il y a par exemple les musées de la ville de Paris qui, pour leur collection permanente, ouvrent largement leurs portes et on n'a absolument aucun centime à verser. Mais pour les grands musées nationaux, malheureusement, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Donc, il y a une recherche à faire dans ce sens. Enfin, il y a quand même des interlocuteurs et on est en train de s'atteler à cette tâche-là. Donc, c'est en bonne voie.
Et sinon, alors en ce qui concerne l'art-thérapie, alors moi je ne suis pas art-thérapeute, mais j'ai pris conscience dans mon activité de guide conférencière à quel point le contact, en effet, de certaines œuvres d'art, peut-être parmi d'autres, mais je pense que d'un point de vue général, l'art ouvre des portes, sculpte notre cerveau. Mais bien sûr, pour ça, il faut prendre aussi un peu de temps, la peine de s'arrêter, d'engager en quelque sorte une conversation avec ces œuvres. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident. Et moi, voilà, c'est ce que j'essaye très modestement de faire, en fait, de provoquer des rencontres, de créer des petits ponts entre les œuvres et les gens. Et effectivement, il est certain que notre cerveau reçoit des informations, et apparemment des informations qui visent à produire ces fameuses hormones du bonheur dont vous avez tous entendu parler. Donc s'ensuit effectivement un bien-être. Et j'essaie de mettre en place donc des séances de bien-être au musée en donnant du contexte pour les œuvres, et puis en proposant aussi des moments d'intériorisation, de respiration, comme une respiration d'art. Et voilà, donc c'est sûr qu'on peut... Moi, je suis encore en recherche. Effectivement, je viens, moi, d'une famille où on pratiquait beaucoup le yoga. Ma mère était prof de yoga, donc c'est un domaine familier pour moi. Et j'ai quand même aussi fait des recherches dans le domaine de l'art-thérapie, même si je ne suis pas art-thérapeute, si je n'ai pas le diplôme. Mais c'est certain que certaines couleurs vont agrandir notre espace intérieur, que d'autres vont nous dynamiser, que certaines formes, si on est dans la peinture très classique, le docteur Pierre Lemarquis, qui est neurochercheur, neurophysicien, raconte que c'est comme si on avait un dialogue avec, par exemple, la Joconde, c'est comme si on avait réellement un dialogue qui s'instaurait avec le personnage représenté. Et s'il s'agit d'art abstrait, entre guillemets, ou de formes moins définies, alors c'est plus l'impact des couleurs, les horizontales qui vont nous donner ce sentiment de plénitude, les verticales, au contraire, nous ancrer, les diagonales, les formes rondes, voilà, tous avec toute une variété. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est de juste ouvrir la porte à tiens, regardons, qu'est-ce qui se passe en nous? Est-ce qu'on ressent tous la même chose? C'est pas toujours le cas. Et en tout cas, voilà, le temps de se poser face à une œuvre d'art, crée du bien-être. Et voilà, permet au cerveau de sécréter ces substances qu'on aime. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parliez de psychologie tout à l'heure. Nous, là, on est 3 étudiantes en psycho. On est là à ce titre. Enfin, on est intéressés parce que on a eu un des lauréats de votre bourse, Monsieur Journiac, en tant qu'intervenant, qui nous faisait part de l'angoisse que pouvaient avoir certains patients à l'idée d'éprouver des émotions fortes, en se disant j'ai une pathologie cardiaque, j'ai été opéré, ou qu'est-ce qui va se passer si jamais je ressens une émotion trop forte? Donc, je vais éviter d'aller au cinéma, je vais éviter parfois aussi dans la vie intime d'avoir des rapports parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Du coup, ma question portait sur deux questions. Le choix des œuvres que vous allez leur proposer dans le cadre des musées est fait en concertation avec les professionnels de santé. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, qu'est-ce qui se passe en fait en cas d'activation émotionnelle des patients? Parce que l'art, c'est fait pour ça. Hein. Madame Béard le sait mieux que personne. On est là pour provoquer l'émotion en fait chez les gens qui sont exposés aux œuvres. Donc je comprends le côté neuro-endocrino, la biologie, etc., des endorphines, de la dopamine et de tout ce qu'on peut imaginer, de l'ocytocine pour le lien. Voilà. Bon, ça fait peut-être trop de questions en deux, mais en tout cas, c'est ce que ça m'évoquait. Je trouve ça passionnant. Merci. Alors non, j'ai pas réellement de concertation avec les professionnels de santé, pas immédiate, mais quand même une annonce d'un programme. Par ailleurs, de moi-même, c'est sûr que, par exemple, Guernica de Picasso, je vais peut-être pas choisir ce genre de contemplation-là, ni provoquer ce genre de rencontre. Voilà, par moi-même, je vois bien quel genre d'œuvre va permettre
peut-être un dialogue et une rencontre relativement sereine. Mais c'est vrai que c'est encore du domaine de la recherche. Et par exemple, le professeur Lemarquis mentionnait le fait que les œuvres de Jeff Koons, par exemple, plaisent énormément à certains types de patients, aux patients atteints de maladie d'Alzheimer, par exemple, parce que ça leur évoquerait peut-être les rondeurs de l'enfance, quelque chose de très voilà, bienveillant. Donc il y a ce genre de choses là déjà. On a le professeur Agit qui va commenter là-dessus. Hein ? On ne peut pas avoir de conversation privée avec Gilles. Qu'est-ce que vous... Non, je voudrais remettre un peu peut-être les choses au point. L'art, ben, ça fait plaisir. Donc ça rend joyeux. Donc l'absence de stress, le bien-être, le fait de se sentir à l'aise, le fait d'être heureux, de se sentir heureux, entre parenthèses, vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont heureux de nature, il leur arrive n'importe quoi, ils sont toujours contents. Puis il y a des gens, ils n'ont rien du tout, ils sont toujours mécontents, toujours tristes. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Il y a donc une prédisposition terrifiante pour ça. Mais ça veut dire que dans tous les domaines de la médecine, les affections cardiaques, évidemment, chaque fois qu'on peut créer du plaisir, on met l'organisme, et le cerveau en particulier, pardonnez-moi, je crois que l'ocytocine, la dopamine, tout ça, ce sont des petits intermédiaires. Le problème, c'est que dans le cerveau, vous avez des circuits qui sont des circuits qui gèrent l'intellect, et vous avez aussi des circuits qui gèrent l'émotion. Donc ces circuits, on peut les activer, on peut les désactiver. Et en ce sens, tout ce qui fait plaisir, l'art en particulier, donc je suis très content que vous fassiez ça, c'est très, très intéressant, mais toute activité qui permet d'être heureux dans la vie, hein, avec son conjoint, avec ses enfants, avec sa fiancée, éventuellement, enfin tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est bon pour la santé et en particulier pour le cœur. C'est un truc fondamental. Et quand Gilles disait tout à l'heure qu'il manquait de psychologues, mesdames, vous êtes bienvenues, hein, il faut vraiment donner de l'élan vital à vos malades. Il y a un autre phénomène, parce que moi je suis allé à ces séances avec vous, et au-delà de ce que vous décrivez, c'est en fait ce que Mme Béard décrivait, c'est-à-dire le fait que les gens qui sortent d'un événement cardiaque parfois grave, parfois d'hospitalisation très longue en réanimation, et qui retournent chez eux, puissent sortir de cette boucle infernale, pousser la porte et entrer ailleurs et remettre un pied dans la société. Et vous ne l'avez pas vu parce que vous ne connaissez pas leurs histoires, mais j'ai croisé quelques visages dans ces séances que je connais, et je savais d'où venaient ces gens, et je savais que pour eux, c'était, au-delà de ce qu'on est en train de dire et de la contemplation, un pas en avant, d'aller au musée, de remettre un pas dans la société et de faire quelque chose avec d'autres. Voilà, si je peux me permettre de commenter là-dessus. Alors tout d'abord, en tant que femme, je suis vraiment ravie d'avoir une table ronde avec des femmes engagées de qualité. Je voulais rebondir sur 2 points. L'art, tout d'abord. Nos patients et nos patientes ont un événement cardiaque, souvent parce qu'elles ont négligé leur communication avec leur propre corps. Et le fait de participer à ces séances d'art-thérapie permet justement de se réapproprier le corps, les sensations, les émotions par la médiation de l'art. Et donc, c'est une excellente chose. Et bravo. Ensuite, on a évoqué la question climatique, les inégalités sociales et la condition des femmes, la pollution aussi. Il faut savoir que dans les pays industrialisés, c'est essentiellement la pollution de l'air qui est néfaste. Par contre, dans les pays en voie de développement, les femmes sont souvent à la maison et c'est la pollution des maisons qui est impliquée, notamment les matériaux qui sont utilisés pour le chauffage. Et donc, vous nous avez bien montré que la question de la santé cardiovasculaire des femmes est une question plurifactorielle
qui allie les inégalités sociales, la place de la femme dans la société, des questions climatiques, des questions artistiques. Donc, merci à chacune de vous de votre engagement. Et j'espère qu'il y aura d'autres tables rondes comme celle-ci. Moi, je veux bien que vous... Clélia, je veux bien qu'on reparle de peut-être la façon dont vous voulez ou dont vous interpellez les non, pardon, je m'adressais à vous. Oui. Les grands décideurs. C'est-à-dire, pour trouver des solutions, pour avancer dans ces démarches, comment... Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait vraiment une politique santé-environnement. Parce qu'en fait, là, on a dit, il y a l'alimentation, il y a la pollution, il y a les inégalités sociales qui font qu'on n'a pas forcément accès aux soins, malheureusement pas accès à l'art-thérapie qui semble... Tout ça, ce sont des solutions fantastiques que vous abordez les unes et les autres. Aussi, faut-il y avoir accès? Donc, il y a ce sujet d'avoir une vraie politique santé-environnement en France et en Europe. En France, quand même, moi, j'ai beaucoup travaillé à l'international avec les femmes des pays du Sud qui meurent juste en allant chercher de l'eau ou en essayant de protéger leurs enfants dans des conflits de guerre. Mais en France, 70% des femmes sont des femmes précaires, c'est-à-dire qu'elles sont en situation d'être parmi les travailleurs les plus pauvres, en situation de famille monoparentale. Et donc, on a quand même juste en France ce sujet très très fort et souvent un peu invisible, je trouve. Il y a ce problème de visibilité de cette misère qu'il y a quand même et de cette précarité qu'il y a chez les femmes. Et donc, on a besoin d'avoir une politique santé-environnement et on a besoin, de mon point de vue, d'avoir aussi une approche genrée sur les études parce que ce qu'on ne mesure pas, eh bien, on n'en fait rien. Donc, on ne pourra commencer à discuter et à mettre en place des choses efficaces quand on va mesurer et se dire, OK, on part de ce point-là et on veut atteindre un objectif. Bonjour, merci beaucoup pour cette conversation. Je m'étonne que les gynécologues ne prennent pas le temps d'expliquer aux femmes, parce que le rendez-vous gynéco, c'est quelque chose qui est obligatoire, qui est pris en charge entièrement par la sécurité sociale, et le passage chez le gynécologue, c'est quelque chose qui est un réflexe chez toutes les femmes. Et de mon expérience, je n'ai jamais, mais jamais, eu une sensibilisation quelconque sur les maladies cardiovasculaires. Absolument jamais, ni sur quels sont les symptômes, quels sont les risques. Et moi, je trouverais assez intéressant de juste, vous nous disiez, c'est quoi les top 5 informations qu'il faut avoir en tête qui nous exposent à un risque cardiaque plus élevé parce qu'on est femme. Merci. Alors, qui est-ce qui se mouille? Allez, Stéphane. Vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que des collaborations cardio-gynéco se développent. Il est vrai que jusqu'à présent, les gynécologues minimisaient la partie cardiovasculaire. La priorité, la bête noire, c'était le cancer du sein qui a reculé. Maladie cardiovasculaire tue 6 à 8 fois plus maintenant que le cancer du sein. Et puis, il y avait des messages également, notamment de l'OMS, avec une tolérance, on parlait d'inertie de tolérance, le tabagisme, quand on prend une contraception combinée, est autorisé tant qu'il est dit modéré. Or, nous, en cardiologie, il n'y a pas de tabagisme modéré. Même chez une femme de moins de 35 ans, ça représente un risque. Donc, on doit ajuster nos messages. Donc, si vous voulez, les messages prioritaires, c'est la femme est exposée. Déjà, de se savoir exposer, ça fait réaliser une prise de conscience et une sensibilisation. Se dire, je suis exposée, comment je vais faire pour me protéger? Me protéger, c'est déjà lutter contre ce qu'on connaît. Les facteurs de risque dépistés, HTA, diabète, lutter contre le tabagisme. Et si il y a une hérédité, être encore plus exigeant, encore plus vigilant et éliminer ce que l'on peut modifier. Et ensuite, c'est quels sont les examens à réaliser, quel suivi. Lorsqu'il y a une complication de grossesse, ne pas se dire, une fois que l'accouchement est passé, tout va bien, maman et bébé vont bien, c'est poursuivre un suivi, être plus exigeant. Et dans les symptômes, c'est être en alerte. Ce n'est pas normal d'être essoufflé quand on fait un effort. Ce n'est pas normal de ressentir une sensation étrange, même si ce n'est pas la barre dans la poitrine classique. Ça peut être une petite gêne qui sera plus marquée dans l'épaule, dans le dos, des nausées, des vomissements. On ne parle pas de gastro tant qu'on n'a pas éliminé. Et au moins avoir le réflexe d'aller se renseigner, d'aller consulter. Et puis la question de la précarité, la question sociale, impacte là aussi de manière différentielle les femmes, puisqu'elles vont être beaucoup plus sensibles. Et ça, on a des études
pour l'instant nord-américaine, où on retrouve l'impact de la précarité. Donc là aussi, peut-être la question du gynécologue, si c'est le seul interlocuteur de santé, eh bien s'interroger également sur les conditions de vie et comment essayer d'aider avec les partenaires sociaux. Et il y a des facteurs de risque cardiovasculaire qui sont propres à la femme. On l'a mentionné rapidement, mais l'hypertension de grossesse ou le diabète de la grossesse, c'est un facteur de risque. Les ovaires polykystiques, c'est un facteur de risque. L'endométriose, c'est un facteur de risque. La ménopause, c'est un facteur de risque. Et ces facteurs de risque-là, ils sont que pour les femmes. Il faut changer de gynécologue. Pardon, mais je rebondis. Mais l'endométriose, ça a été quand même la grande campagne de publicité au cours des 6 derniers mois. Il n'y a pas eu un mot sur le risque cardiovasculaire. On a parlé du malaise, de la douleur qu'on n'évoque pas. La partie cardiovasculaire, elle n'est apparue dans aucune publicité grand public. C'est en cours de recherche. Il y a eu une très belle revue qui a été publiée il y a 2 mois dans une revue internationale de cardiologie. On commence à établir des liens, à renforcer nos collaborations, des recherches impliquant nos 2 spécialités. Donc là, c'est une amorce. Je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas parlé de l'alcool dans les facteurs de risque. Parce que ce n'est pas un facteur de risque cardiovasculaire. La consommation, santé, c'est une consommation modérée d'alcool. On recommande 1 verre de vin pour une femme, 2 verres pour un homme. Et au contraire, les polyphénols contenus principalement dans le vin rouge auraient un principe protecteur. Par contre, l'alcool indirectement, on parle d'un facteur de risque, c'est un facteur qui a un lien direct, imputable, dont l'effet est dose dépendant avec un arrêt déterminé. L'alcool va intervenir en quantité plus importante et la femme va être plus sensible pour des quantités moindres sur notamment le développement du syndrome métabolique et de l'hypertension artérielle. Donc de manière indirecte, mais on ne peut pas appeler ça un facteur de risque puisqu'il n'est pas indépendant. Bonjour, je suis médecin alcoologue. On est un groupe en addictologie, on n'est pas d'accord. Concernant l'alcool, c'est un vrai facteur de risque. On a pas mal de patients qui développent, des patientes qui développent des maladies cardiovasculaires directement liées à l'alcool. Et parce que ce que vous décrivez, 1 verre par jour, on n'y croit pas trop. Ça, c'est très peu. Nous, on a des études aussi qui montrent le contraire. Merci. Il faut qu'on travaille ensemble alors. Oui. Je pense, oui. Et la cocaïne aussi, et l'explosion de la consommation, excusez-moi, et l'explosion de la consommation de la cocaïne et des NPS, et des nouveaux produits de synthèse. Merci. Alors, ça c'est un effet toxique direct, mais qui ne rentre pas dans la définition classique de facteur de risque. Oui, et puis pour le voir à l'hôpital aussi, le problème avec l'alcool, c'est la polyconsommation, c'est-à-dire que les femmes qui vont consommer de l'alcool, en fait, à côté, il y a la petite cigarette, et puis à côté, il y a le stress de la journée de travail. Enfin, je raconte pas ma fin de journée, mais je veux dire, l'alcool, en fait, va être, de mon point de vue, va être un facteur de risque qui va amplifier les autres facteurs, c'est-à-dire le stress, la sédentarité, le surpoids, la malbouffe. Et je voulais dire aussi, en général, les femmes consomment moins d'alcool que les hommes. Donc, c'est plus caché. C'est pas toutes les femmes. Bonjour, je voulais vous remercier quand même pour cette table ronde aussi, mais je vais aller rapidement. Vous avez dit les consultations gynécologiques est obligatoire. Non, elle n'est pas obligatoire. Et dans plein d'endroits, il y a un problème pour trouver un gynécologue. Et même pour aller vers un médecin classique et lui demander une consultation en direction d'un problème cardiaque éventuel. Vous parlez d'essoufflement, vous parlez de symptômes qu'on ne connaît pas forcément. Donc on ne sait pas trop quoi dire à un médecin généraliste. Donc il y a aussi ce problème-là, parce que les médecins généralistes ne sont peut-être pas formés non plus
pour dépister en amont nos problèmes éventuels. Est-ce qu'il y a assez de cardiologues donc, sur vers le qui on territoire va dans ces cas-là? Voilà, et sur le territoire, est-ce qu'il y a assez de cardiologues? S'il n'y a pas assez de gynécologues, j'imagine que... Non, c'est un problème de politique de santé qu'on ne va pas résoudre aujourd'hui, malheureusement, mais préparez-vous à pire. Préparez-vous à pire. On n'est pas du tout au maximum des problèmes, et donc la pénurie des médecins, toutes catégories confondues, est enclenchée. Et il y aura plus de problèmes demain qu'aujourd'hui. Il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait hier. Voilà, ça va être compliqué.